Part 3, les trois modèles. En première approche, on peut dire que le domaine des sciences de l'homme est couvert par trois sciences, ou plutôt par trois régions épistémologiques, toutes subdivisées à l'intérieur d'elles-mêmes et toutes entrecroisées les unes avec les autres. Ces régions sont définies par le triple rapport des sciences humaines, en général à la biologie, à l'économie, à la philologie. On pourrait admettre ainsi que la région psychologique a trouvé son lieu là où l'être vivant, dans le prolongement de ses fonctions, de ses schémas neuromoteurs, de ses régulations physiologiques, mais aussi dans le suspense qui les interrompt et les limite, s'ouvre à la possibilité de la représentation. De la même façon, la région sociologique aurait trouvé son lieu là où l'individu travaillant, produisant et consommant se donne la représentation de la société où s'exerce cette activité, des groupes et des individus entre lesquels elle se répartit, des impératifs, des sanctions, des rites, des fêtes et des croyances par quoi elle est soutenue ou scandée. Enfin, dans cette région où régnent les lois et les formes d'un langage, mais où cependant elles demeurent au bord d'elles-mêmes, permettant à l'homme d'y faire passer le jus de ses représentations. La naissance, l'étude des littératures et des mythes, l'analyse de toutes les manifestations orales et de tous les documents écrits. Bref, l'analyse des traces verbales qu'une culture ou un individu pouvant laisser d'eux-mêmes. Cette répartition, bien qu'elle soit très sommaire, n'est sans doute pas trop inexacte. Elle laisse pourtant entière deux problèmes fondamentaux. L'une concerne la forme de positivité qui est propre aux sciences humaines, les concepts autour desquels elles s'organisent, le type de rationalité auquel elles se référentent et par laquelle elles cherchent à se constituer comme savoir. L'autre
leur rapport à la représentation, et ce fait paradoxal que tout en prenant place, le seulement où il y a représentation, c'est à des mécanismes, des formes, des processus inconscients. C'est en tout cas aux limites extérieures de la conscience qu'elles s'adressent. On connaît trop bien les débats auxquels a donné lieu la recherche d'une positivité spécifique dans le champ des sciences humaines. Analyse génétique ou structurale, explication ou compréhension, recours à l'inférieur ou maintien du déchiffrement au niveau de la lecture. À vrai dire, toutes ces discussions théoriques ne sont pas nées et ne sont pas poursuivies tout au long de l'histoire des sciences humaines. Parce que celles-ci auraient eu affaire en l'homme à un objet si complexe qu'on n'aurait pas pu encore trouver en sa direction un mode d'accès unique, ou qu'on aurait été contraint d'en utiliser tour à tour plusieurs en fait. Ces discussions n'ont pu exister que dans la mesure où la positivité des sciences humaines s'appuie simultanément sur le transfert de trois modèles distincts. Ce transfert n'est pas pour les sciences humaines un phénomène marginal, une sorte de structure d'appui, de détour par une intelligibilité extérieure, de conformation du côté des sciences déjà constituées. Ce n'est pas non plus un épisode limité de leur histoire, une crise de formation à une époque où elles étaient encore si jeunes qu'elles ne pouvaient se fixer à elles-mêmes leurs concepts et leurs lois. Il s'agit d'un fait ineffaçable qui est lié pour toujours à leur disposition propre dans l'espace épistémologique. On doit, en effet, distinguer deux sortes de modèles utilisés par les sciences humaines, en mettant à part les modèles de formalisation. Il y a eux d'une part, et il y a encore souvent des concepts qui sont transportés à partir d'un autre domaine de la connaissance et qui, perdant alors toute efficacité opératoire, ne jouant plus qu'un rôle d'image, les métaphores organicistes dans la sociologie du XIXe siècle. Les métaphores
énergétique chez Janet, les métaphores géométriques et dynamiques chez Lewin. Mais il y a aussi les modèles constituants qui ne sont pas pour les sciences humaines des techniques de formalisation ni de simples moyens pour imaginer à moindre frais des processus permettant de former des ensembles de phénomènes comme autant d'objets pour un savoir possible. Ils assurent leur liaison dans l'empiricité, mais ils les offrent à l'expérience déjà liée ensemble. Ils jouent le rôle de catégorie dans le savoir singulier des sciences humaines. Ces modèles constituants sont empruntés aux trois domaines de la biologie, de l'économie et de l'étude du langage. C'est sur la surface de projection de la biologie que l'homme apparaît comme un être ayant des fonctions, recevant des stimuli physiologiques, mais aussi bien sociaux, interhumains, culturels, y répondant, s'adaptant, évoluant, se soumettant aux exigences de milieu, composant avec les modifications qu'il impose, cherchant à effacer les déséquilibres, agissant selon des régularités, ayant ensemble des conditions d'existence et la possibilité de trouver des normes moyens d'ajustement qui lui permettant d'exercer ses fonctions sur la surface de projection de l'économie. L'homme apparaît comme ayant des besoins et désirs, comme cherchant à les satisfaire, ayant donc des intérêts, visant à des profits, s'opposant à d'autres hommes. Bref, il apparaît dans une irréductible situation du conflit. Ces conflits, il les esquive, il les fuit, ou il parvient à les dominer, à trouver une solution qui en apaise, au moins à un niveau et pour un temps, la contradiction. Il instaure un ensemble de règles qui sont à la fois limitation et rebondissement du conflit. Enfin, sur la surface de projection du langage, les conduits de l'homme apparaissant comme voulant dire quelque chose. Ces moindres gestes, jusqu'en leur mécanisme involontaire et jusqu'en leur échec, ont un sens, et tout ce qu'il dépose autour de lui en fait d'objets, de rites, d'habitudes, de discours, tout le silage de traces qu'il laisse derrière lui constitue un ensemble cohérent et un système de signes.
Ainsi, ces trois couples de la fonction et de la norme, du conflit et de la règle, de la signification et du système couvrant son résidu, le domaine entier de la connaissance de l'homme. Il ne faudrait pas croire cependant que chacun de ces couples de concepts demeure localisé sur la surface de projection où ils ont pu apparaître. La fonction et la norme ne sont pas des concepts psychologiques et exclusivement tels. Le conflit et la règle n'ont pas une application limitée au seul domaine sociologique. La signification et le système ne valent pas seulement pour les phénomènes plus ou moins apparentés au langage. Tous ces concepts sont repris dans le volume commun des sciences humaines. Ils valent en chacune des régions qu'ils enveloppent. De là vient qu'il est difficile souvent de fixer les limites, non seulement entre les objets, mais entre les méthodes propres à la psychologie, à la sociologie, à l'analyse des littératures et des mythes. Pourtant, on peut dire d'une façon globale que la psychologie, c'est fondamentalement une étude de l'homme en termes de fonctions et de normes. Fonctions et normes qu'on peut, d'une façon seconde, interpréter à partir des conflits et des significations, des règles et des systèmes. La sociologie est fondamentalement une étude de l'homme en termes de règles et de conflits. Mais ceux-ci, on peut les interpréter et on est sans cesse amené à les interpréter secondairement, soit à partir des fonctions, comme s'ils étaient des individus organiquement liés à eux-mêmes. Soit à partir du système de signification, comme s'ils étaient des textes écrits ou parlés. Enfin, l'étude des littératures et des mythes relève essentiellement d'une analyse des significations et des systèmes signifiants. Mais on sait bien qu'on peut reprendre celle-ci en termes de cohérence fonctionnelle ou des conflits et de règles. C'est ainsi que toutes les sciences humaines s'entrecroissant et pouvant toujours s'interpréter les unes les autres, que leurs frontières s'effaçant, que les disciplines intermédiaires et mixtes se multipliant indéfiniment, que leur objet propre finit même par se dissoudre.
Mais, quelle que soit la nature de l'analyse et le domaine auquel elle s'applique, on a un critère formel pour savoir ce qui est de niveau de la psychologie, de la sociologie et de l'analyse des langages. C'est le choix de modèle fondamental et la position des modèles secondes qui permettent de savoir à quel moment on psychologise ou on sociologise dans l'étude des littératures et des mythes. À quel moment on fait en psychologie du chiffrement des textes ou de l'analyse sociologique. Mais cette surimpression de plusieurs modèles n'est pas un défaut de méthode. Il n'y a défaut que si les modèles ne sont pas ordonnés et explicitement articulés les uns sur les autres. On sait avec quelle précision admirable on a pu conduire l'étude des mythologies indo-européennes en utilisant, sur fond d'une analyse des signifiants et des significations, le modèle sociologique. On sait en revanche à quelle platitude syncrétique a miné la toujours médiocre entreprise de fonder une psychologie dite clinique. Qu'il soit fondé en maîtrisé ou qu'il s'accomplisse dans la confusion. Cet entrecroisement des modèles constituants explique les discussions des méthodes qu'on évoquait tout à l'heure. Elles n'ont pas leur origine et leur justification dans une complexité parfois contradictoire qui serait le caractère propre de l'homme. Mais dans le jeu d'opposition qui permet de définir chacun des trois modèles par rapport aux deux autres, opposer la genèse à la structure, c'est opposer la fonction en son développement, en ses opérations progressivement diversifiées, en ses adaptations acquises en équilibré dans le temps, au synchronisme du conflit et de règles, de la signification du système, opposer l'analyse par l'inférieur à quel qui se maintient au niveau de son objet. C'est opposer le conflit comme donnée première, archaïque, inscrit dans les besoins fondamentaux de l'homme, à la fonction et à la signification telle qu'elle se déployant dans leur accomplissement propre. Opposer la
compréhension à l'explication. C'est apposer la technique qui permet de déchiffrer un sens à partir du système signifiant, à celle qui permettant de rendre compte d'un conflit avec ses conséquences ou des formes et des déformations que peut prendre et subir une fonction avec ses organes. Mais il faut aller plus loin. On sait que dans les sciences humaines, le point de vue de la discontinuité entre la nature et la culture, irréductibilité les unes aux autres des équilibres ou des solutions trouvées par chaque société ou chaque individu. Absence des formes intermédiaires, inexistence d'un continuum donné dans l'espace ou dans le temps, s'oppose au point de vue de la continuité. L'existence de cette opposition s'explique par le caractère bipolaire des modèles. L'analyse en style de continuité s'appuie sur la permanence des fonctions qu'on retrouve depuis le fond de la vie dans une identité qui autorise et enracine les adaptations successives. Sur l'enchaînement des conflits, ils sont beaux prendre des formes diverses, leur bruit de fond ne cesse jamais. Sur la trame des significations, qui se reprenant les unes les autres et constituant comme la nappe d'un discours. Au contraire, l'analyse des discontinuités cherche plutôt à faire surgir la cohérence interne des systèmes signifiants. La spécificité des ensembles de règles et le caractère de décision qu'ils prennent par rapport à ce qu'il faut régler. L'émergence de la norme au-dessus des oscillations fonctionnelles. On pourrait peut-être retracer toute l'histoire des sciences humaines. Depuis le 19e siècle, à partir de ces trois modèles, ils ont couvert, en effet, tout le devenir puisqu'on peut suivre depuis plus d'un siècle la dynastie de leurs privilèges. Le règne d'abord du modèle biologique, l'homme, la psyché, son groupe, sa société, le langage qu'il parle existant à l'époque romantique comme des vivants et dans la mesure où en effet ils vivent. Leur mode d'être est organique et on l'analyse en termes de fonction. Puis vient le règne du modèle économique. L'homme et toute son activité sont lieux des conflits dont ils sont à la fois l'expression plus ou moins manifeste et la solution plus ou moins réussie. Enfin, tout comme Freud vient après Kant et Marx, commence le règne du modèle philologique, quand il s'agit
d'interpréter et de découvrir le sens caché et linguistique quand il s'agit de structurer et de mettre au jour le système signifiant. Une vaste dérive a donc conduit les sciences humaines d'une forme plus dense en modèle vivant à une autre plus saturée de modèles empruntés au langage. Mais ce glissement a été doublé d'un autre, celui qui a fait reculer le premier terme de chacune des couples constituantes, fonction, conflit, signification, et fait surgir avec d'autant plus d'intensité l'importance du second, norme, règle, système. Goldstein, Mass, Dumézil, pouvant représenter à peu de choses près le moment où s'est accompli le renversement en chacun des modèles. Un tel renversement a deux séries de conséquences notables. Tant que le point de vue de la fonction l'importait sur celui de la norme, tant que ce n'était pas à partir de la norme et de l'intérieur de l'activité qui la pose qu'on essayait de comprendre l'accomplissement de la fonction. Alors, il fallait bien partager de facto les fonctionnements normaux de ceux qui ne l'étaient pas. On admettait ainsi une psychologie pathologique tout à côté de la normale, mais pour en être comme l'image inverse de l'importance du schéma jacksonien, de la désintégration chez Ribot ou Janet. On admettait aussi une pathologie des sociétés, Durkheim, des formes irrationnelles et quasi morbides de croyances, Lévy, Brühl, Blondel. De même temps que le point de vue du conflit l'importait sur celui de la règle, on supposait que certains conflits ne pouvaient pas être surmontés, que les individus et les sociétés risquaient de s'y abîmer. Enfin aussi, longtemps que le point de vue de la signification l'importait sur celui du système. On partageait le signifiant et l'insignifiante. On admettait qu'en certains domaines du comportement humain ou de l'espace social, il y avait du sens et qu'ailleurs il n'y avait pas, si bien que les sciences humaines exerçant dans leur propre champ un partage essentiel, qu'elles s'étendaient toujours entre un pôle positif et un pôle négatif, qu'elles dessinaient toujours une altérité, et ceci à partir de la continuité qu'elles analysaient. Au contraire, lorsque l'analyse s'est faite du point de vue de la norme, de la règle et du système,
chaque ensemble a reçu de lui-même à sa propre cohérence et sa propre validité. Il n'a plus été possible de parler même à propos des malades de conscience morbide, même à propos de sociétés abandonnées par l'histoire, de mentalité primitive, même à propos de récits absurdes, de légendes apparemment sans de légendes apparemment sans cohérence. De discours insignifiants. Tout peut être pensé dans l'ordre du système, de la règle et de la norme, en se pluralisant, puisque les systèmes sont isolés, puisque les règles formant des ensembles clos, puisque les normes se posant dans leur autonomie. Le champ des sciences humaines s'est trouvé unifié. Il a cessé d'être scindé selon une dichotomie de valeurs. Et si on songe que Freud, plus que tout autre, approchait la connaissance de l'homme de son modèle philologique et linguistique, mais qu'il aussi le premier à avoir entrepris d'effacer radicalement le partage du positif et du négatif, du normal et du pathologique, du compréhensible et de l'incommunicable, du signifiant et de l'insignifiant. On comprend comment il annonce le passage d'une analyse en termes de fonction, de conflit et de signification à une analyse en termes de normes, de règles et de systèmes. Et c'est ainsi que tout ce savoir à l'intérieur duquel la culture occidentale s'était donné en un siècle une certaine image de l'homme, pivote autour de l'œuvre de Freud, sans sortir pour autant de sa disposition fondamentale. Mais encore n'est-ce pas, là on la verra tout alors, l'importance la plus décisive de la psychanalyse. En tout cas, ce passage au point de vue de la norme, de la règle et du système nous approche d'un problème qui a été laissé en suspens. Celui du rôle de la représentation dans les sciences humaines. Déjà, il pouvait paraître bien contestable d'enclore celle-ci pour les opposer à la biologie, à l'économie, à la philologie dans l'espace de la représentation. Ne fallait-il pas déjà faire valoir qu'une fonction peut s'exercer
un conflit développer ses conséquences. Une signification imposée son intelligibilité sans passer par le moment d'une conscience explicite. Et maintenant, ne faut-il pas reconnaître que le propre de la norme par rapport à la fonction qu'elle détermine, de la règle par rapport au conflit qu'elle régit, du système par rapport à la signification qu'il rend possible. C'est précisément de n'être pas donné à la conscience ne faut-il pas aux deux gradient historiques déjà isolés en ajouter un troisième et dire que depuis le 19e siècle, les sciences humaines n'ont cessé d'approcher de cette région de l'inconscient où l'instance de la représentation est tenue en suspens. En fait, la représentation n'est pas la conscience et rien ne prouve que cette mise au jour d'éléments ou d'organisations qui ne sont jamais donnés comme tels à la conscience fasse échapper les sciences humaines à la loi de la représentation. Le rôle, en effet, du concept de signification, c'est de montrer comment quelque chose comme un langage, même s'il ne s'agit pas d'un discours explicite, et même s'il n'est pas déployé pour une conscience, peut en général être donné à la représentation. Le rôle du concept complémentaire du système, c'est de montrer comment la signification n'est jamais première et contemporaine d'elle-même, mais toujours seconde et comme dérivée par rapport à un système qui la précède, qui en constitue l'origine positive et qui se donne peu à peu par fragments et profils à travers elle. Par rapport à la conscience d'une signification, le système est bien toujours inconscient puisqu'il était déjà là avant elle. Puisque c'est en lui qu'elle se loge et à partir de lui qu'elle s'effectue. Mais parce qu'il est toujours promis à une conscience future qui peut-être ne totalisera jamais. Autrement dit, le couple signification-système, c'est ce qui assure à la fois la représentabilité du langage, comme texte ou structure analysée par la philologie et la linguistique, et la présence proche, mais reculée de l'origine, telle qu'elle est manifestée comme mode d'être de l'homme par l'analytique de la finitude. De la même façon, la notion de
conflit montre comment le besoin, le désir ou l'intérêt, même s'ils ne sont pas donnés à la conscience qui les éprouve, pouvant prendre forme dans la représentation. Et le rôle de concept envers de règles, c'est de montrer comme la violence du conflit, l'insistance appellement sauvage au besoin, l'infini sans loi du désir sont en fait déjà organisés par une pensée qui non seulement leur prescrit leurs règles, mais le rend possible à partir d'une règle. Le couple, conflit, règle, assure la représentabilité du besoin, de ce besoin que l'économie étudie comme processus objectif dans le travail et la production. Et la représentabilité est de cette pensée que dévoile l'analytique de la finitude enfin. Le concept de fonction a pour rôle de montrer comment les structures de la vie pouvant donner lieu à la représentation, même si elles ne sont pas conscientes. Et le concept de norme, comment la fonction de donne à elle-même ses propres conditions de possibilité et les limites de son exercice. Ainsi, on comprend pourquoi ces grandes catégories pouvant organiser tout le champ des sciences humaines, c'est qu'elles le traversant de bout en bout, qu'elles tiennent à distance, mais qu'elles joignant aussi les positivités empiriques de la vie, du travail et du langage, à partir desquels l'homme s'est historiquement détaché comme figure d'un savoir possible, aux formes de la finitude qui caractérisent le mode d'être de l'homme, tel qu'il s'est constitué du jour où la représentation a cessé de définir l'espace général de la connaissance. Ces catégories ne sont donc pas de simples concepts empiriques d'une assez grande généralité. Elles sont bien ce à partir de quoi l'homme peut s'offrir à un savoir possible. Elles parcourront tout le champ de sa possibilité et l'articulant fortement sur les deux dimensions qui le bornent.